Mes amis, bonjour. Voilà, aujourd'hui, je ne sais trop pourquoi, j'ai envie de vous lire un très beau passage, je crois encore relativement peu connu, dans La recherche du temps perdu, du côté de chez Swann, au moment où le narrateur parle de la petite Madeleine. C'est un épisode chez sa tante Léonie, dont il se rappellera plusieurs années plus tard, dans le fameux moment que tout le monde connaît de la petite Madeleine. Mais là, nous sommes dans l'enfance du petit Marcel, et il se remémore le moment où il arrive chez sa tante du côté de Combray. Vous êtes prêts? La cousine de mon grand-père, ma grande-tante, chez qui nous habitions, était la mère de cette tante Léonie qui, depuis la mort de son mari, mon oncle Octave, n'avait plus voulu quitter d'abord Combray, puis à Combray sa maison, puis sa chambre, puis son lit, et ne descendait plus, toujours couchée dans un état incertain de chagrin, de débilité physique, de maladie, d'idées fixes et de dévotion. Son appartement particulier donnait sur la rue Saint-Jacques, qui aboutissait beaucoup plus loin au Grand Pré, et qui, uni, grisâtre, avec les trois hautes marches de grès presque devant chaque porte, semblait comme un défilé pratiqué par un tailleur d'images gothiques, à même la pierre où il eût sculpté une crèche ou un calvaire. Ma tante n'habitait plus effectivement que 2 chambres contiguës, restant l'après-midi dans l'une pendant qu'on aérait l'autre. C'était de ces chambres de province qui, de même qu'en certains pays, des parties entières de l'air ou de la mer sont illuminées ou parfumées par des myriades de protozoaires que nous ne voyons pas, nous enchantent des 1000 odeurs qui dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, surabondante et morale que l'atmosphère y tient en suspens. Odeurs naturelles encore, certes, et couleurs du temps comme celles de la campagne voisine, mais déjà casanières, humaines et renfermées, gelée exquise, industrieuse et limpide de tous les fruits de l'année qui ont quitté le verger pour l'armoire. Saisonnières, mais mobilières et domestiques, corrigeant le piquant de la gelée blanche par la douceur du pain chaud, oisive et ponctuelle comme une horloge de village, flâneuse et rangée, insoucieuse et prévoyante, lingère, matinale, dévote, heureuse d'une paix qui n'apporte qu'un surcroît d'anxiété et d'un prosaïsme qui sert de grand réservoir de poésie à celui qui les traverse sans y avoir vécu. L'air y était saturé de la fine fleur d'un silence si nourricier, si succulent, que je ne m'y avançais qu'avec une sorte de gourmandise, surtout par ces premiers matins encore froids de la semaine de Pâques, où je le goûtais mieux, parce que je venais seulement d'arriver à Combray. Avant que j'entrasse souhaiter le bonjour à ma tante, on me faisait attendre un instant, dans la première pièce, où le soleil, d'hiver encore, était venu se mettre au chaud, devant le feu, déjà allumé entre les 2 briques et qui badigeonnait toute la chambre d'une odeur de suie, en faisant comme un de ces grands devants de four de campagne ou de ces manteaux de cheminée de château sous lesquels on souhaite que se déclare dehors la pluie, la neige et même quelques catastrophes diluviennes pour y ajouter au confort de la réclusion la poésie de l'hivernage. Je faisais quelques pas du prie-Dieu au fauteuil en velours frappé, toujours revêtu d'un appuie-tête en crochet,
et le feu cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l'air de la chambre était tout grumuleux et qu'avait déjà fait travailler et lever la fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, le soleil, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense chausson où à peine goûtaient les arômes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais aussi plus secs. Du placard, de la commode, du papier à ramage, je revenais toujours, avec une convoitise inavouée, m'engluer dans l'odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée du couvre-lit à fleurs. Dans la chambre voisine, j'entendais ma tante qui causait toute seule à mi-voix. Elle ne parlait jamais qu'assez bas parce qu'elle croyait avoir dans la tête quelque chose de cassé et de flottant, qu'elle eût déplacé en parlant trop fort. Mais elle ne restait jamais longtemps, même seule, sans dire quelque chose, parce qu'elle croyait que c'était salutaire pour sa gorge et qu'en empêchant le sang de s'y arrêter, cela rendrait moins fréquents les étouffements et les angoisses dont elle souffrait. Puis, dans l'inertie absolue où elle vivait, elle prêtait à ces moindres sensations une importance extraordinaire. Elle les douait d'une motilité qui les rendait difficiles de les garder pour elle, et à défaut de confidents à qui les communiquer, elle se les annonçait à elle-même en un perpétuel monologue qui était sa seule forme d'activité. Malheureusement, ayant pris l'habitude de penser tout haut, elle ne faisait pas toujours attention à ce qu'il n'y eût personne dans la chambre voisine, et je l'entendais souvent se dire à elle-même « Oh, il faut que je me rappelle bien que je n'ai pas dormi », car ne jamais dormir était sa grande prétention dans notre langage à tous, garder le respect et la trace. Le matin, Françoise ne venait pas l'éveiller, mais entrait chez elle. Quand ma tante voulait faire un somme dans la journée, on disait qu'elle voulait réfléchir ou se reposer. Et quand il lui arrivait de s'oublier en causant jusqu'à dire « Oh, ce qui m'a réveillée » ou « j'ai rêvé que », elle rougissait et se reprenait au plus vite. Au bout d'un moment, j'entrais l'embrasser. Françoise faisait infuser son thé, ou, si ma tante se sentait agitée, elle demandait à la place sa tisane. Et c'était moi qui étais chargé de faire tomber du sac de pharmacie dans une assiette la quantité de tilleul qu'il fallait mettre ensuite dans l'eau bouillante. Le dessèchement des tiges les avait incurvées en un capricieux treillage dans les entrelacs duquel s'ouvraient les fleurs pâles, comme si un peintre les eût arrangées, les eût fait poser de la façon la plus ornementale. Les feuilles, ayant perdu ou changé leur aspect, avaient l'air des choses les plus disparates, d'une aile transparente de mouche, de l'envers blanc d'une étiquette, d'un pétale de rose, mais qui eussent été empilées, concassées ou tressées, comme dans la confection d'un nid. 1000 petits détails inutiles, charmante prodigalité du pharmacien, qu'on eût supprimé dans une préparation factice, me donnaient, comme un livre où on s'émerveille de rencontrer le nom d'une personne de connaissance, le plaisir de comprendre que c'étaient bien des tiges de vrais tilleuls, comme ceux que je voyais avenue de la Gare, modifiés, justement parce que c'étaient non des doubles, mais elles-mêmes, et qu'elles avaient vieilli. Et chaque caractère nouveau n'y étant que la métamorphose d'un caractère ancien, dans de petites boules grises, je reconnaissais les boutons verts qui n'étaient pas venus à terme, mais surtout l'éclat rose, lunaire et doux qui faisait se détacher les fleurs dans la forêt fragile des tiges où elles étaient suspendues, comme de petites roses d'or, signe comme la lueur qui révèle encore sur une muraille la place d'une fresque effacée, de la différence entre les parties de l'arbre qui avaient été en couleur et celles qui ne l'avaient pas été, me montrait que ces pétales étaient bien ceux qui, avant de fleurir le sac de pharmacie, avaient embaumé les soirs de printemps.
Cette flamme rose de cierge, c'était leur couleur encore, mais à demi éteinte et assoupie dans cette vie diminuée qu'était la leur maintenant, et qui est comme le crépuscule des fleurs. Bientôt, ma tante pouvait tremper dans l'infusion bouillante dont elle savourait le goût de feuilles mortes ou de fleurs fanées, une petite madeleine dont elle me tendait un morceau quand il était suffisamment amolli. À bientôt et n'oubliez pas de